Donc, on repart. Qu'est-ce que tu fais de notre histoire des retraites, Léonidas? Tu vois, la capacité qu'on a quand même à foncer dans le mur, m'étonne tous les jours. Écoute, en tous les cas, il y a un postulat sur lequel je refuse de raisonner, parce que je le récuse absolument, qui serait que les Français sont des feignants et qu'on leur demande de travailler un peu plus pour équilibrer les retraites, et ils disent non. Je pense que c'est pas du tout le sujet. Je prends la mesure, moi, favorable à cette réforme des retraites, d'une immense souffrance au travail des Français, et principalement dans le salariat du secteur public. À l'évidence, dans le contrat social autour du salariat dans ces entreprises publiques, à la RATP, à la SNCF, à l'Éducation nationale, l'idée que ça va être globalement un cauchemar, ça va durer quelques décennies, et Dieu merci, à la fin, on part et pas trop tard. Ça fait partie du job. On n'est pas très très bien payé. On va pas être très bien traité. Ça va pas être très bien. Les équipements dans lesquels on vit, il y aura pas de ping-pong. Il y aura pas. Non, mais c'est pas une question de ping-pong. Là, c'est juste une question d'avoir du chauffage, tu vois. On en est là. Et ça, c'est insupportable. Ça m'est insupportable parce que je trouve. Non, en tant que contribuable, ça m'est insupportable. Mais absolument. Mais en tant que contribuable, en tant que citoyen, de me dire que les conditions de travail de ces millions de salariés fait que pour eux, ils rêvent même pas que ça puisse aller mieux. C'est juste qu'il faut que ça se termine le plus vite possible. On a collectivement échoué dans quelque chose qui est fondamental. Et je pense que si la vie au quotidien n'était pas autant une souffrance, oui, ça se passerait beaucoup mieux. Et que l'on n'ait pas posé ce sujet-là en même temps que la question des retraites, je pense qu'on est en train de passer à côté de quelque chose qui me semble être une idée, parce que je vois d'abord que dans le privé, les choses ne se passent pas de la même manière. Mais ça existe également dans le privé, notamment pour des carrières courtes. Donc pour moi, c'est un sujet fondamental. Jérôme, comment tu vois le truc? Encore une fois, repartons pas, parce que tout a été dit sur... Tout a été dit. Moi, je ne fais pas tant de distinction entre le privé et le public là-dessus, plutôt que col bleu, col blanc, mais c'est une autre histoire. Parce que les cols bleus dans le privé, ils ne sont pas mieux lotis que... Je pense qu'il vaut mieux être col bleu d'ailleurs dans le public que dans le privé, mais ça c'est autre chose. Non, mais ça veut dire travailler dans l'industrie. Ah non. Non, mais col bleu, c'est-à-dire manutentionnaire... Bon, bref, peu importe. Non, mais c'est un sujet. Oui, c'est un sujet. Non, je pense que la question, le gouvernement essaie de réformer jusqu'à l'acceptation populaire, et c'est ce qui est en train de se tester actuellement. Je pense que s'il y avait un nouveau projet qui serait mis sur la table, on ne pourrait pas épargner les retraités de l'effort, en fait. C'est ça, parce que finalement, il y a un enjeu électoral qui est très fort, je pense, pour le gouvernement actuel, c'est qu'il épargne totalement, il exonère les retraités de tout effort dans la réforme, et ça me paraît profondément injuste. C'est clair. Donc voilà, je pense qu'il faut réformer, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il ne faut pas réformer. Surtout qu'on vend à certains de nos compatriotes l'idée que si on préservait le modèle actuel, ils pourraient continuer de bénéficier de tous les avantages et les droits qu'a offert ce modèle-là. Non, dans 20 ans, avec le modèle actuel, on n'aura pas du tout les mêmes conditions qu'il y a 20 ans. Donc il faut réformer. En revanche, voilà, l'exemption des retraités de l'effort me paraît profondément injuste. Cédric ? Non, j'ai pas beaucoup de choses à ajouter, parce que tout moi, je suis assez inquiet, parce que mais... la réalité, c'est que le gouvernement est allé à la bataille avec rien à lâcher. Oui, il a beaucoup lâché. Il a déjà tout lâché. Il a globalement tout lâché. Tout lâché. Et là, je lisais ce matin, donc il y a peut-être un truc qui va se faire sur les carrières longues. Oui, sur les carrières longues, il y a un vrai sujet. Oui, sauf que sur les carrières longues, donc tu vois combien ça coûte. Alors les estimations vont de 1,2 milliard à 1,9 milliard. Quand tu sais que cette réforme n'est à l'équilibre qu'avec un taux de chômage de 4,5%, tu te dis, mais c'est ce qui est déjà une illusion, on est d'accord ? Tu es coincé de partout, et tu te retrouves... ça permettra d'ouvrir un débat qui est peut-être sain, de mixer répartition, capitalisation... Mais tu rêves. Non, mais puisque tu n'as que 3 leviers, tu as diminué les pensions, t'as pas assez de gens dans la rue, vas-y, jette le mot capitalisation si tu veux. Non, mais tu le fais toi, les gens qui ont cette possibilité-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui permettra d'augmenter le capital de fin ? C'est d'avoir quelque chose que tu investis. Personne n'en parle. Il y a un moment où peut-être que, comme dit Jérôme, si en plus ça se repose sur 4,5% de chômage,
ça me paraît même optimiste, très loin de ce qu'on peut arriver, du niveau auquel on peut arriver à court terme. Bon, il va falloir peut-être faire un peu de choses. J'en parlais hier, allez voir, c'est Bénédicte Tilloy, donc, qui vient nous voir régulièrement, ancienne DRH de la SNCF, elle a dirigé les contrôleurs, elle nous racontait la population des contrôleurs, c'est absolument passionnant. Ça t'intéresserait d'ailleurs, parce qu'en fait, on a banalisé leur mouvement à Noël. Ce sont des gens qui vivent exactement, dans des conditions qui sont quand même des conditions sacrément difficiles. Voilà. Population totalement nomade, au contact de toutes les exigences des usagers, sans avoir aucune des réponses. C'est un truc chaud. Non, mais elle nous disait, elle nous disait, donc elle a dirigé Transilien, elle connaît les négos, elle disait, si vous arrivez à une négo avec rien à lâcher, alors vous vous retrouvez dans un choc d'ego, justement. Et de ça, alors, c'est imprévisible, en fait. La sortie de ces chocs-là, surtout avec des hommes, est imprévisible. Mais une entreprise privée qui aurait si peu d'approche DRH que le secteur public, elle serait mise au banc. Ouais. Il n'y a pas... Où est le DRH de l'État ? Il y a dans la sphère publique une il y en a, je pense qu'elles se battent, ils se battent avec les moyens qu'ils ont, tu vois. Non, mais c'est aussi... c'est culturel de façon globale. Le grand paradoxe de ce modèle du salariat, c'est qu'il a été finalement imposé après la guerre comme étant le modèle de référence et le modèle idéal, tout en ayant des promoteurs qui considéraient que c'était le terrain de la lutte des classes. Et donc finalement, on continue de résoudre ou de traiter les problèmes à l'ancienne, avec des espèces de batailles rangées pour avoir des paramètres, un peu d'argent par-ci, un peu de statut par-là, et les problèmes de fond qui sont les problèmes du quotidien, que n'importe quelle entreprise privée traite de manière normale, c'est son job, ce n'est pas traité dans l'appareil d'État. Et ça fait des millions de salariés qui sont véritablement en souffrance. Je pense que c'est une nécessité de prendre ça à bras-le-corps. Je n'en vois pas le début pour le moment. Et puis donc, tu as le sujet des riches quand même, parce que l'autre réponse, toi tu dis, faut demander des efforts aux retraités, et le bruit médiatique dit, faut prendre le pognon des riches. Je dois dire que... depuis que Bernard Arnault, je pense qu'il s'en serait bien passé. De cette publicité. Et puis surtout d'être, donc du fait de la chute du titre Tesla et de la montée impressionnante du titre LVMH, Bernard Arnault est maintenant assez largement l'homme le plus riche du monde. Et donc, ça, c'est parti là-dessus. Et tu as été intéressé, Jérôme, par un point de vue donc, de l'économiste Étienne Vasmer, qui dit en fait tout le problème vient, alors le point de vue est évidemment détaillé, etc., mais je vais le résumer, le problème vient de ce que trop de gens considèrent que l'économie est un jeu à somme nulle. Oui. Et que si certains ont beaucoup, c'est forcément au détriment qui sont allés le piquer ailleurs. De ceux qui ont peu. Oui, alors il explique, c'est pas à proprement parler son point de vue, c'est qu'il résume un pan de la littérature académique qui produit, notamment un papier qui vient de sortir, publié par l'université d'Harvard, où des chercheurs essaient de mesurer, alors c'est au sein des États-Unis, de savoir qui penche plutôt pour une pensée à somme nulle, cette idée que finalement toutes les ressources seraient en quantité limitée, si bien que si je prends une plus grande part, je vous en prive, ou une pensée plutôt dynamique, on dirait gagnant-gagnant. Donc, par exemple, dans le commerce international, on va dire la pensée gagnant-gagnant dit, les pays qui concourent au commerce international, chacun s'enrichit et trouve son bonheur. La pensée à somme nulle dirait, oui, mais les pays riches se sont enrichis en polluant, et du fait du réchauffement climatique, ce sont les pays pauvres qui vont le plus payer la facture. Donc on voit ce côté, ce que gagne l'un est pris à l'autre. Et ça se fait aussi au niveau individuel. Lorsqu'une personne s'enrichit, est-ce qu'elle s'enrichit au détriment de l'autre ou pas ? On a l'opposition d'une pensée, je dirais, plutôt libérale, qui croit dans le ruissellement des revenus, et ce qui fait que quand bien même il y a des fortes inégalités, finalement ça profite même aux plus pauvres, et à l'opposition d'une pensée plutôt marxiste qui figure tout en termes de lutte des classes. Mais donc, pour l'emploi, effectivement, Bernard Arnault, c'est un peu le cas qui est mis en exergue par des gens qui défilent contre la réforme des retraites, en disant, s'il y a des gens si riches, Bernard Arnault, je suis désolé, il ne doit pas sa richesse à sa propre activité. Il a des centaines de milliers de collaborateurs, et pour ces gens-là... 120 000 en France.
Rien qu'en France, voilà, 220 000. Et donc, il a concouru à la mise en place d'un système de répartition de la valeur ajoutée qui lui réserve une trop grande part. Et donc, la question, c'est pourquoi ne pas lui en demander plus à lui. Alors, juste un mot pour terminer le résultat de cette étude, qui est assez intéressante, qui, encore une fois, a été menée sur la population américaine. Ce qu'il trouve, c'est que finalement, ces différences de mentalité, ceux qui ont plutôt une vision pensée à somme nulle, sont des gens plus pauvres, on va dire, les moins éduqués, les gens qui descendent par exemple de l'esclavage, à contrario de ceux qui ont eu une immigration choisie. Voilà. Et ça s'est transmis même générationnellement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont immigré dans les États-Unis dans les années 50 et qui de ce fait ont considérablement amélioré leur niveau de confort. Donc eux, ils ont plutôt une pensée gagnante-gagnante. Ils ont transmis ça à leurs enfants, ils l'ont transmis à leurs petits-enfants, c'est-à-dire qu'on a des traits psychologiques qui se seraient, parce qu'il n'y a pas que des économistes, il y a aussi les psychologues qui ont pris part à l'étude, qui se seraient transmis de génération en génération. Et puis alors sur l'échelle politique, bien sûr, les démocrates, c'est plutôt une pensée à somme nulle. Les républicains, plutôt une pensée gagnante-gagnante, avec une exception parmi les conspirationnistes républicains, ceux qui avaient typiquement envahi le Pentagone. Et oui, et tu retrouves... Pas le Pentagone, la maison. Tu retrouves, le Capitole. Tu retrouves les hillbillies des Appalaches, le cœur de l'électorat de Trump, c'est-à-dire des gens qui se vivent comme victimes de la mondialisation. Ils ont parfaitement raison d'ailleurs, mais qui n'ont pas... Je me permets de corriger un truc, attends, auquel je tiens énormément, c'est cette histoire de ruissellement. Ouais. Tu me contesteras peut-être, mais parce que la pensée libérale, c'est pas l'idée que ma réussite va ruisseler. Non, c'est l'idée que ma réussite prouve que la vôtre est possible. Tout à fait. C'est faites pareil. Tout à fait. Tu vois ? Non, il n'y a pas de ruissellement. Il y a juste, puisque les conditions existent pour que j'entreprenne et que je réussisse, saisis cette chance plutôt que de me prendre le fruit de ma réussite. Voilà. J'entends bien. Voilà. Mais il y a un argument qui est mis en avant pour ceux qui critiquent le libéralisme, qui est de dire oui, mais attendez, vous critiquez mon enrichissement personnel, mais potentiellement il y a un ruissellement et ça permet. Il vaut mieux être. Bon, ça ouvre un autre chapitre. Voilà, et il y a juste une dernière phrase. Il y a aussi le sophisme, parce que je parlais d'un monde avec des quantités limitées qui nourrit cette pensée à somme nulle, le sophisme du travail en quantité fixe. Ce qui fait que typiquement des Américains, l'électorat de Trump notamment, qui sont aujourd'hui au chômage, se disent c'est du fait de l'immigration. Et on entend ça aussi dans la contestation actuelle de la réforme des retraites. C'est mis en avant par des gens qui défilent et qui disent pourquoi repousser l'âge légal de la retraite, puisque finalement faire travailler plus longtemps des seniors, c'est empêcher des jeunes d'accéder au marché du travail. Je dis que c'est un sophisme parce que oui, ça paraît assez intuitif sur un secteur donné, mais quand on a une approche multisectorielle, ça n'est plus vrai. Je suis le médecin qui vous soigne, vous êtes mon menuisier qui me construit des meubles. Parce qu'on travaille tous les deux, on permet à d'autres, etc., de travailler. Donc il y a un effet potentiellement multiplicatif du travail et ce n'est pas forcément en quantité fixe. Bien sûr. Oui, Cédric. Je trouve qu'on reboucle bien sur les sujets. Moi, tu veux dire que cette émission est bien construite, c'est assez bien, c'est bien préparé. C'est bien, tu réfléchis. Tu reviendras, Cédric, c'est toujours. Moi, ça me rend dingue de toujours opposer les gens. On a toujours besoin de faire cette lutte des classes et des choses comme ça. Et je trouve qu'on manque d'optimisme parce que LVMH est le parfait exemple. Quand on a créé 220 000 emplois, c'est probablement en grande majorité des CDI, beaucoup mieux payés que le SMIC, puisqu'ils font des produits à haute valeur ajoutée. Donc on devrait s'en réjouir. Que si c'est le premier homme le plus riche du monde, c'est pas qu'il a 180 milliards sur son compte en banque, c'est qu'il possède 49% d'une entreprise qui en vaut beaucoup. Donc il est virtuellement. Donc oui, il a des milliards sur son compte en banque, il n'y a pas de doute. Mais il ne faut pas opposer la réussite de l'entreprise avec tous les collaborateurs. Et après, tu peux discuter de est-ce qu'on devrait payer les gens plus ou pas. Mais c'est assez rageant de toujours devoir jeter la pierre à celui qui a réussi ou celle qui a réussi. Oui, mais ça naît de ce que vient d'expliquer Jérôme. C'est-à-dire qu'il y a cette idée profonde que s'il en a beaucoup, c'est parce que moi j'en ai moins. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille sur l'optimisme. Oui, mais il y a aussi le schéma d'optimisation fiscale qui fait que les Français ne sont pas fiers que l'homme le plus riche de la planète soit français, parce qu'ils y associent aussi des schémas, pas d'évasion, on va dire, d'optimisation fiscale. S'ils payaient plein pot tous ces impôts en France, etc., les Français seraient très fiers d'avoir l'homme le plus riche, les plus belles réussites. C'est plutôt un manque de pédagogie, parce que c'est vrai que là-dessus, c'est... Non, j'entends des trucs ahurissants, c'est-à-dire, je vois à la télévision un économiste pourtant, donc l'école Piketty, le gars diplômé, parler d'un taux d'imposition des plus riches en France de 2%. Mais d'où ça sort ?
Qu'est-ce qui te... Alors, il essaye de le détailler vaguement. Alors, je veux bien, c'est à la télévision. Et Gabriel Zucman, c'est ça, hein, Gabriel Zucman. Oui. Donc, je vais aller regarder si quelque part, il y a une méthodologie qui permet d'aller un peu plus loin sur ce taux de 2%, que... de par l'effet des niches fiscales, mais ça aussi il faut l'expliquer, la niche fiscale c'est un choix de l'État, c'est de dire plutôt que de me donner l'argent à moi et que j'aille, j'en sais rien, rénover le château de Versailles, faites-le directement. À l'arrivée c'est quand même toi qui payes, à l'arrivée c'est de l'argent qui sort, donc que les niches fiscales permettent à l'arrivée d'avoir un taux d'imposition réduit par rapport à ce que nous salariés on peut, pourquoi pas. Mais parler comme ça d'un taux d'imposition de 2%, ça n'existe pas, surtout que l'imposition... On pourrait vérifier, parce que le connaissant, généralement, c'est plutôt documenté quand il s'exprime sur la question. Donc, à vérifier. C'est vrai que ce chiffre m'étonne aussi, mais je pense qu'il est... à moins que sa langue est fourchée, quand il dit quelque chose, généralement, c'est documenté. Je voudrais revenir quand même sur... Je ne sais même pas comment tu te documentes face au secret fiscal, je ne sais même pas comment tu te documentes sur... il faudra aller regarder. Le taux d'imposition réel... que la Cour des comptes mène une enquête 10, 15, 20 ans après, oui, mais là, maintenant, en ce moment, il faut aller regarder. Il y a quand même un élément qui pourrait être partagé avec tous les Français, à la fois pour LVMH, pour Total et d'autres, c'est qu'ils ont gardé en France la production... Total, c'est pas pareil, mais la production de produits qui sont exportés dans le monde entier. Ça nous ramène d'ailleurs à un sujet qui nous était cher au début de l'émission, c'est que le drapeau français qui flotte dans le monde entier, c'est le drapeau du luxe. Pour beaucoup d'étrangers, la France, contrairement à ce que les déclinistes décrivent tous les jours, c'est le summum du raffinement, le summum de l'humanisme, de l'art. Et cette capacité à rayonner dans le monde entier et donc à avoir une mondialisation positive amène 220 000 emplois en France et 15 000 nouveaux emplois qui ont été créés l'année dernière. Enfin, ça fait partie des éléments qui pourraient faire partie du débat. Et dire que... certes, l'homme le plus riche du monde arrive à créer des dizaines de milliers d'emplois parce qu'il exporte la marque France sur la planète entière. Enfin, c'est une source de fierté. C'est lui attribuer beaucoup de choses. C'est pas l'homme lui-même qui fait tout ce travail. Non, je regrette. C'est l'entreprise, c'est la dynamique qu'il a insufflée, c'est la ténacité à avancer, c'est le talent de tous ces artisans, c'est le talent qui a été transmis, c'est le savoir-faire. C'est une stratégie d'entreprise quand même. Oui, mais c'est une stratégie. Penser qu'il n'exécute pas cette stratégie. C'est le général Patton qui gagne la guerre, tu comprends ? Alors effectivement, bien sûr qu'il y a besoin de soldats pour débarquer sur les plages, mais à un moment, c'est quand même le général en chef qui gagne la guerre. Il faut cette vision quand tu vas acquérir Tiffany et tout, tu as une vraie... Je ne dis pas... Le drapeau France... Non, mais c'est quelqu'un de très talentueux, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qui choque les Français, encore une fois, c'est son niveau de richesse, c'est-à-dire qu'il ne partage pas assez le gâteau avec ses collaborateurs. Oui, mais ce qui est... Non, mais si, c'est ça qui choque les Français. C'est ça qui choque les Français. C'est une richesse boursière. Mais j'entends bien, mais ça les n'a rien à voir Français... avec le partage. C'est le contrôle de ton capital qui le donne ça. Heureusement quand les qu'il garde le contrôle de son titrent capital. des dividendes français toujours plus grands, etc., tu sais bien ce qui se passe dans la tête des gens qui ont peu de culture financière. Ils ont déduit, d'accord, donc moi je me casse le dos toute la journée au travail et finalement le fruit de mon travail il va dans les poches des actionnaires. Eh ben deviens actionnaire. Non mais ça c'est, tu vois, je te dis la mentalité, mais il faut savoir et discuter avec des gens qui défilent et vous verrez la manière qu'ils ont de voir le paysage français qui est façonné. Tu défends cette position. Non, qui est façonné. Alors qu'il est trop riche, oui je le défends et je peux il te est trop riche. Ah oui, bien sûr trop riche. Il est bien sûr trop riche. On a sous le trop. Ça après c'est une autre question. C'est comme si je te dis une voiture roule trop vite en ville et c'est dangereux et tu me dis oui mais c'est quand la limite de vitesse parce que voilà. D'accord. Non mais on peut réguler. Donc voilà. Donc je sais pas, je vais pas m'exprimer là, je vais pas te donner un chiffre comme ça sorti de nulle part. Mais vous ne trouvez pas qu'il est trop riche, que l'homme le plus riche de la planète est trop riche, vous ne trouvez pas? Juste te dire par rapport à ça. C'est la valorisation boursière. Regarde Elon Musk. Elon Musk, sa fortune. Donc tu as 80. Je voudrais pas dire de 70% l'année dernière. Une centaine de milliards comme ça qui disparaissent. J'ai quelques connaissances boursières. Je travaille sur la régulation des marchés financiers. Je sais ce que c'est. Donc qu'est-ce que tu vas taxer? Peu importe. La question de savoir s'il est trop riche, juste, à partir de quel moment de richesse on se dit je vais racheter Tiffany?
Parce que, évidemment, si on n'a pas envie de racheter Tiffany, on n'a pas besoin d'être milliardaire comme Bernard Arnault. Mais en revanche, quand dans la vie de Bernard Arnault, l'un des objectifs, ça peut être à un moment donné de dire je rachète Tiffany et éventuellement, parce que je vois bien que c'est important dans ma stratégie, je ne sais pas, sur la promotion des marques, dans le digital, tiens, je vais racheter, je ne sais pas, Google, il faut avoir un niveau de richesse pour pouvoir prendre ce niveau de décision. Et si on n'a pas ces objectifs potentiels à l'esprit, on se dit, pour s'acheter son prochain costume, il n'a pas besoin d'avoir des milliards comme ça en poche. Donc je pense que la question de savoir si on est trop riche ou pas trop riche se mesure à l'aune des ambitions que l'on peut avoir. On n'est pas obligé d'acheter à titre personnel, on peut acheter avec l'argent de l'entreprise. On a l'impression que c'est à titre personnel, il achète une boîte. Il a réussi à construire une entreprise très saine, qui fait des taux de croissance à 2 chiffres, qui fait de la marge, donc qui peut s'endetter. Pourquoi il est très riche ? Parce qu'il a quasiment la majorité de son capital. Et là, grâce au fait qu'il n'a pas forcément besoin de lever des fonds, mais plutôt il peut s'endetter parce qu'il a la marge qui dégage pour pouvoir investir. Donc je reboucle avec ce que disait Stéphane, c'est vraiment la stratégie d'un homme ou d'une équipe de management, mais qui a super bien exécuté et qui aujourd'hui se reflète dans une capitalisation boursière qui est beaucoup moins volatile que des sociétés qui sont montées sur une espérance de croissance et de rentabilité peut-être dans 5 ou 10 ans. Et je trouve que, on reboucle encore avec le début, l'optimisme, c'est d'avoir des gens comme ça qui sont capables de créer des jobs à forte valeur ajoutée en CDI. Et à ce que je sache, j'ai pas l'impression que les employés d'LVMH aient manifesté en disant on veut être plus payé ou autre, mais et se réjouissent de la réussite de la société. Donc bon. S'il était 10 fois moins riche, il aurait pris d'autres décisions, tu penses ? Tu penses qu'il aurait pris des décisions moins éclairées, moins intelligentes et moins audacieuses s'il avait été 10 fois moins riche ? Non. Donc il y a un moment donné... Non mais il l'est par hasard. Non mais pardon. Il l'est aussi par hasard. Bien sûr. Il l'est aussi par hasard. Parce que là, parce que justement, et du fruit de la mondialisation, les Chinois consomment des produits de luxe français, etc. Si, il y a tout ça. Il y a tout ça. Non, notre sujet, c'est un chiffre. On débat autour d'un chiffre. D'accord. Ce chiffre n'est que le résultat périodique, en ce moment, d'arbitrage boursier fait par les grands décideurs boursiers de la planète. Entièrement d'accord. Voilà. Je n'estime pas sa richesse individuelle à 240 milliards d'euros. Oui, mais tu dis que sur son compte bancaire, il doit bien avoir 1 ou 2 milliards d'euros, d'accord ? Sans doute, oui, j'en sais rien. Ça me paraît déjà trop élevé. Mais pardon, et il serait moins riche, il n'aurait pas pris de décisions moins éclairées. C'est que s'il devait être moins riche, parce que ça devait être régulé, il me semble absolument certain qu'il serait ailleurs. Et si la France devait prendre la décision de commencer à dire il y a un niveau au-delà duquel on est trop riche et il faut raboter, je pense qu'il y a suffisamment de pays dans le monde pour aller mettre sa fortune sans risquer le coup de rabot. Et Dieu merci qu'on n'a pas raboté. Et pardon de devoir le dire avec autant de netteté, s'il devait y avoir un choix pour savoir si oui ou non il y a un rabot et s'il faut plafonner le ciel, je serais contre une telle position. Mais si tu veux que ça, c'est un schéma qui est tout à fait transposable à plein de problématiques. L'ESG, pourquoi faire de l'ESG ? Puisqu'on peut faire ailleurs sans ESG. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, on ne fait plus rien. Non, mais si tu veux, à un moment donné, il faut avoir une volonté politique. Non, oui, ce qu'il faut, celle-là. D'accord. Moi, je voudrais avoir plus de millionnaires, développer la philanthropie. Tu vois, ce qui probablement manque par rapport aux multimilliardaires américains, on en parlait dans une émission, le Giving Pledge qui est partie des États-Unis, mais qui s'applique à un peu toute la communauté internationale, peut-être qu'il faut faire des mécanismes pour que les gens très riches développent de manière beaucoup plus importante la philanthropie. Tu vois, moi je suis comme Léonidas, je dirais taxé et contre-productif. En revanche, je dois te donner des incentives pour te dire développe ta fondation et des priorités. La fondation LVMH, c'est assez extraordinaire. Non, mais quand je dis philanthropie, c'est quand Bill Gates va dire bon, je déshérite pas mes enfants parce que je vais leur laisser quelques dizaines de centaines. Non, c'est le réseau d'école 42 de Xavier Niel. C'est exactement. C'est ça que je trouve extrêmement riche avec ce que va faire le Giving Pledge ou Xavier Niel. En fait, Xavier Niel n'est pas détesté par les Français. Non, mais Bernard Arnault est détesté par les Français. Et Xavier Niel ne l'est pas. Il est surtout très mal conseillé, en fait. Qui ? Bernard Arnault. C'est-à-dire que ça lui coûte rien, finalement. Niel est un génie sur ce plan-là aussi. Oui. C'est-à-dire racheter le monde. Enfin, je ne le rachète pas d'ailleurs, parce que je mets tout entre les mains d'une fondation. Je sauve la démocratie. École 42, école totalement gratuite. Je forme la jeunesse.
Les Français sont fiers de Xavier Niel, ils ne sont pas fiers de Bernard Arnault. Mais pour finir sur une note d'humour, il aurait dû faire ça. Pour finir sur une note d'humour, je ne sais pas si vous regardez, mais sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Emily in Paris. Dans la saison 3, la famille Arnault est quand même assez taillée. Ah, donc, ouais. Donc, si tu veux, oui, parce que ça, je ne sais plus quel est le nom de l'acronyme qui prennent, mais il y a le fils. Donc tu reconnais la famille Arnault, ce qui aide pas pour les populations, la masse, à se dire ah tiens c'est. Bon mais Jérôme, c'est compliqué de dire il est trop riche si tu n'as pas défini de niveau. Non, mais je suis pour des mécanismes plus redistributifs. J'entends bien qu'on peut toujours s'échapper, aller à l'étranger, on pourrait transposer cette manière de penser sur tous les thèmes sociaux. Non, mais pardon, mais j'aimerais juste quand même conclure sur ce débat, qui est un débat très profond. C'est qu'il y a quand même eu la tentation d'avoir une taxation à 75% avec François Hollande et mes ennemis, c'est la finance. On s'en souvient. Ça n'a pas eu des effets économiques extrêmement vertueux. Et il me semble que la logique inverse qui a été adoptée avec l'arrivée d'Emmanuel Macron a comme effet la réduction du chômage. Oui, mais Emmanuel Macron a pratiqué la redistribution. Tu peux pas nous dire très justement. L'économie n'est pas forcément une science exacte. Il y a une demi-heure. Et nous dire que là, ce qui se passe aujourd'hui, on n'en sait rien. Je dis simplement que l'on a un tropisme qui s'est focalisé sur l'accompagnement des entreprises et des entrepreneurs, et j'en vois le résultat. Or, quand on est focalisé en disant attention, je veux pas une tête qui dépasse, vous avez pris plus, vous êtes taxé à 75%, et d'ailleurs on va plafonner les fortunes. Si, c'est un peu ça. Parce que pour moi, Macron... Non, pas du tout. Alors attendez, je me suis peut-être mal fait comprendre. D'accord, ok. Là, c'est un discours presque, une vision mélanchoniste de la redistribution. Pour moi, Macron et la politique française, c'est une politique de redistribution. D'accord ? L'engagement de l'État pour étendre un filet de sécurité pour amortir le choc Covid, c'est une politique sociale. Oui, mais à l'évidence, pas suffisant, puisqu'il y a des Bernard Arnault qui ont ce degré de fortune et qu'à l'évidence... Et puis, il faudrait se renseigner quand même, parce que je ne sais pas du tout. Le taux d'actionnariat salarié chez LVMH... J'en sais rien. Ah bah oui, mais il faut regarder ça pour savoir... Non, je parle des Français, je ne te parle pas des employés de LVMH. Je te parle des Français, de l'opinion des Français. Il n'est pas responsable... peut pas redistribuer. Non, mais les Français en veulent à l'État français, de manière générale, à pratiquer une redistribution qui est telle que cela permet qu'aujourd'hui l'homme le plus riche du monde est français. D'accord. Il n'y a pas de pays au monde qui soit plus redistributeur que la France, et donc ça veut dire que, à l'évidence, cette analyse contribuerait à penser que ce n'est pas encore assez. Je suis pas totalement certain. On est 1 pour 3 là. Quand même, je suis pas totalement certain que bon, allez, on est au bout, les amis. Soit extrêmement. On est au bout. On remettra. Tiens, demain, je suis encore là demain. Oui, on remettra. Encore en poste. Oui. Oui, ça. On remettra la slide de Jean-Luc Tavernier justement de l'INSEE là sur le taux de redistribution. C'est quand même. Tu démarres à 1 pour 17, revenu primaire, et tout compte fait après, les écarts sont quand même de 1 pour 3 seulement. Une fois que tu as payé les impôts, et tu sais que l'INSEE a intégré l'usage des services publics. C'est quand même pas mal, quoi. Bien sûr, c'est pas mal. Bien Allez, sûr, les amis, on se retrouve très bientôt. Et donc, nous, demain, sur Bismart... Ah oui, avec... je vous en ai parlé... l'ancien patron de Microsoft en France qui écrit un bouquin très intéressant sur la révolution digitale, les hyperscalers, la puissance des GAFAM, etc. Donc, à demain.